Bonsoir à tous, c'est le grand rendez-vous, le tout premier numéro de la semaine et qui a lieu à un jour mémorable de votre chaîne de télévision. Chers téléspectateurs, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, vous et nous, et pour ce numéro spécial, nous allons vous rappeler des choses. En attendant, suivez la météo. Voilà, c'était donc la météo pour vous dire bienvenue sur ce numéro du grand rendez-vous. Nous saluons tous nos téléspectateurs de Boukoumbe qui nous suivent depuis l'heure Tata Somba, bien sûr. Alors, le 30 juillet 2013, BB24 projetait ses premières images et je vous assure, ça ne s'est pas s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Nous avons passé 5 ans à faire la lumière sur les vrais développeurs de la nation. Ce 30 juillet 2018, on se rappelle quelques moments forts en attendant bien sûr les vraies festivités prévues pour le mois de décembre. Pour ce soir, nous focalisons notre attention sur une grande richesse du Bénin. Il s'agit bien sûr de la vallée de l'Ouémé qui connaît un problème environnemental suite à l'installation de certaines infrastructures. Nature et bien-être se penchent sur la question. C'est les vacances, occasion pour apprendre aux enfants à faire de petits métiers. Nous partageons l'esprit, sinon avec l'expérience à travers le projet Enfants, l'avenir, c'est aujourd'hui, dans un instant. Autant savoir nous dira tout à l'heure que c'est bien possible de certifier ses services. Pas besoin donc d'avoir une grande entreprise avant de penser à la certification ISO par exemple. Individuellement, on peut donc se certifier en tant que consultant par exemple. On aura le temps bien sûr d'aller en détail sur la question tout à l'heure sur Autant Savoir. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal, vous le savez, ce sera à 19h45 avec Amadi Naniabossou déjà en place pour les titres. Bonsoir Amadi. Bonsoir à vous Assom Gaba. Le menu principal de ce grand rendez-vous, je dirais de ce 19h45. Au menu du 19h45, la célébration des 5 ans d'existence de Béné 24, BB24, la chaîne de développement, démarrait ses émissions le 30 juillet 2013. Nous ferons un retour sur les premières images. Et toujours dans le cadre de cette célébration, le témoignage du premier chef service production de la chaîne de développement et les appréciations de quelques citoyens. Et puis, c'est déjà les vacances scolaires, un moment de distraction et de repos. La musique pourrait être un choix idéal pour optimiser ce temps de repos.
Merci à vous, Amandine Aniabossou. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45. Mais avant cela, je vous retrouve déjà sur le plateau de Nature et Bien-être avec votre invité, le docteur Florent Wessou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Nature et Bien-être qui ouvre les plateaux de ce grand rendez-vous. Focus sur la vallée de l'Ouébé, il y a un problème environnemental là-bas, suite bien sûr à l'installation de certaines infrastructures. Mais qu'est-ce qui a causé cela et qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment corriger vraiment ces erreurs? On aura abordé sur toutes ces questions avec l'invité de Amandine Aniabossou. On suit d'abord ce reportage de nature tropicale qui nous présente bien sûr le projet Payavo. L'infrastructure agricole dans la vallée de l'Ouémé, Payavo, est dans sa phase opérationnelle depuis février 2015. Couvrant 15 communes situées dans les départements de l'Ouémé, du Zou et de l'Atlantique, ce projet vise à accroître la productivité et à mettre en valeur les terres agricoles situées dans la vallée de l'Ouémé. Payavo est un grand projet que nous connaissons pour le développement surtout dans notre vallée et qui s'organise à mettre beaucoup de nos populations à l'aise. Le projet Payavo est porteur d'une vision de développement. Il vise à faire l'aménagement des sites de culture de riz et de maïs. Et environ 120 hectares ont été mis à leur disposition dans la commune de Bono. Porté par les autorités béninoises et financé par la Banque africaine de développement, les composantes principales de ce projet sont entre autres la réalisation d'infrastructures de stockage, de commercialisation et de désenclavement, l'aménagement hydro-agricole et la sécurisation foncière de 5000 hectares de terres agricoles, ainsi que l'appui conseil aux acteurs. Après quelques années de mise en œuvre de ce projet, les populations des communes de Dangbo et de Bonou s'indignent et manifestent leur mécontentement face aux dégâts des activités et aux promesses non tenues des gestionnaires du projet. Ce qu'ils nous ont promis ne sont pas réalisés. Ce n'est pas une réunion faite. J'ai seulement touché les responsables. Moi-même, j'ai posé la question à l'un de leurs responsables. Et ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Construit ici, fait telle voie. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne sais pas de ce qu'ils ont dit. Depuis que nous sommes ici, est-ce que vous avez vu une moto? Ou bien combien de personnes qui ont cheminé même en passant par ici? La voie mène où? On ne sait pas. Et encore, ce qu'ils ont fait ne permet pas au lot de ruissellement de passer. Les autorités compétentes dans le cadre de ce projet sont donc vivement interpellées. Elles devraient alors prendre les mesures nécessaires pour que les réalisations restent réellement en conformité avec les objectifs du projet. Ceci au grand bonheur des populations de la zone d'intervention du Payavo. Là, en voulant bien sûr prendre soin du bébé, on lui a cassé le cou, dirait-on. On vient sur un plateau, en tout cas, poser la question au docteur Florent Wessou, qui est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, qui a travaillé vraiment sur la vallée de l'Ouébé. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup aussi de me recevoir dans le développement. Voilà. Bonsoir, Amandine Aniabossou. Bonsoir à vous, Assim Gaba. Alors, la vallée de l'Ouébé, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la vallée de l'Ouémé. Docteur Florent Wessou, qu'est-ce qui se passe réellement dans la vallée de l'Ouémé? Merci beaucoup, Madame Aniabossou. Dans la vallée de l'Ouémé, en réalité, rien ne se passe. Mais nous allons nous en tenir au projet d'appui, aux infrastructures agricoles dans cette vallée de l'Ouémé, en particulier dans la moyenne et basse vallée de l'Ouémé.
Quand on dit moyenne et basse vallée de Lomé, c'est où est-ce précisément? Ouais, c'est vrai. Quand on tient compte du projet, quand on voit les départements qui sont pris et faisant partie de la vallée de l'Ouémé, que ce soit sur la rive gauche ou sur la rive droite, alors la moyenne vallée de l'Ouémé commence de latitude, mettons, du Zou, hein, et jusque aux Aguégués, hein, et donc prenant en compte ainsi la basse vallée de l'Ouémé. Donc la basse vallée et la moyenne vallée sont une partie de la grande vallée de l'Ouémé et qui d'ailleurs qui relève de fleuve Ouémé qui prend sa source depuis les monts Taneka. Donc vous convenez alors que la vallée commence depuis les monts Taneka jusqu'aux Aguégués. Donc c'est une partie de cette vallée qui est prise en compte par le projet communément appelé Payavo. Mais là, avec ce que vous venez de suivre dans ce reportage, que pensez-vous? Est-ce à dire que les études n'ont pas été bien conduites pour que ce projet puisse être vraiment efficace et au développement de cette vallée? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Toutes les formalités, toutes les études ont été menées pour qu'on en soit aujourd'hui par rapport à ce projet dénommé Payavo, qu'on est aujourd'hui à la phase opérationnelle. Donc vous convenez alors que le processus depuis le lancement d'appel à candidature pour finaliser le projet et donc être dans la phase opérationnelle depuis 2013 jusqu'à 2017, aujourd'hui, 2018, vous avez beaucoup de choses qui ont été faites. Mais qu'est-ce qui provoque réellement cette situation? Merci beaucoup. Alors, pour répondre effectivement, réellement à votre question, il faut que nous comprenions que c'est un projet qui est décliné en 3 grandes composantes, dont la composante de mise en place des infrastructures, évidemment. C'est l'une des composantes les plus délicates du projet. Vous convenez avec moi que pour être dans la phase opération de ce projet, il y a des études qui ont été faites pour la faisabilité de la chose. Parce qu'en réalité, il s'agit de mettre à contribution cette vallée pour la sécurité alimentaire du Bénin. C'est ça la question. Donc, pourquoi cette vallée? C'est parce que c'est un espace où l'eau est presque permanente et donc saisonnièrement. Pendant qu'il y a saison sèche ailleurs, là, dans cette dépression, il y a l'humidité, il y a l'eau, et ce qui permet les cultures de contre-saison. Donc, contre-saison et saison, lorsque vous êtes dans cette logique de culture, vous pouvez compenser. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe réellement, c'est que la mise en place des infrastructures ne permet pas dérange ou perturbe la maîtrise de l'eau. Parce que c'est la force de la maîtrise de l'eau qui permet la... Alors, les mises en place, parce que c'est les pistes de desserte rurale qui doivent permettre de désenclaver la vallée. Pour permettre d'avoir au champ de production, de pouvoir sortir les produits voilà, pour pouvoir les acheminer vers les marchés, pour la consommation. Mais il se fait que la mise en place de ces infrastructures crée d'autres problèmes, perturbe en réalité l'espace de production et cette perturbation se remarque beaucoup plus au niveau de la circulation de l'eau. Parce que quand les champs ne sont pas humectés, quand les champs ne reçoivent pas l'eau du fleuve, on ne peut pas les produire. On ne peut pas les transformer pour en faire des cultures. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, tel que l'élément le montrait tout à l'heure, les infrastructures, les voies qui sont mises en place, c'est d'abord des voies qui ne servent vraiment pas aux populations. Et les populations ayant aussi fait la démarche d'aller vers les responsables du projet, n'ayant pas satisfaction, étaient obligés de crier. Moi, je le dis en passant rapidement, j'ai fait mes études de la maîtrise jusqu'au doctorat dans cette vallée. Je connais mieux que quiconque cette vallée. Et la force de la vallée, d'aucuns disent que c'est la deuxième vallée. La plus riche. La plus riche au monde, sans pouvoir avoir les arguments pour soutenir cette assertion.
Mais c'est une vallée productive. C'est un des espaces qui devrait contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Alors, si la de ces infrastructures devrait contribuer à ne pas permettre aux champs de recevoir l'eau, alors à quoi sert? Quand voulant régler un problème, on en crée d'autres pratiquement. On peut l'accepter de cette manière. On est en train de casser le cou au bébé. Non, en voulant... Non, c'est encore, on peut récupérer. Parce que normalement, le projet Payavo, c'est pour valoriser un peu tout ce qu'on a au niveau de la vallée de l'Oébé. Mais les têtes couronnées, ceux qui sont intervenus l'ont même vraiment dit que le projet est le bienvenu. C'est un bon projet, oui. C'est un projet bienvenu. C'est la mise en œuvre qui pose problème. C'est la mise en œuvre. Or, quand on interroge l'histoire, il y a d'autres projets qui ont eu lieu. Vous savez, dans les années 70, le Bénin était autosuffisant en riz. La production de riz, c'est cette vallée, c'est cette partie de la vallée de l'Oébé qui a servi à cela. J'espère que ce qui se passe aujourd'hui interpelle les responsables de ce projet. Est-ce qu'il n'y a pas eu des études d'impact environnemental et autres pour voir quelles mesures mettre en place les infrastructures afin de satisfaire au mieux les populations? Absolument. Il y a eu des études d'impact. Il ne peut pas avoir un projet sans étude d'impact environnemental aujourd'hui. Mais il faut que cette étude environnementale soit réalisée avec la participation des communautés résidentes. Alors, les populations n'ont pas été associées. Je pense que là, il y a un bémol, il y a quelque chose qu'il faut corriger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'installer ces infrastructures sans créer les dégâts, sinon les problèmes que déplorent, la situation que déplorent les populations? Bien évidemment, bien évidemment. Donc il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité. L'étude, dans sa conception, a tout prévu. C'est peut-être ne pas avoir associé les communautés riveraines de cette partie de la vallée qui fait problème. Mais quel rôle devraient jouer réellement ces communautés? Mais ces communautés Parce que je suppose quand il y a des études pour réaliser quelque chose, on se réfère à ces études-là avant toute réalisation. Normalement, oui, en tant que chercheur. Mais je pense que ces communautés ont leur mot nécessairement à dire. Oui, le problème qui est là, c'est que un des chefs couronnés a dit tout à l'heure que ce qu'ils ont promis, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils avaient promis de régler ce genre de problèmes? Ils savaient que ces problèmes-là, que les infrastructures allaient créer ce genre de problèmes et qu'ils avaient promis de les régler au moment opportun et ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est ça en réalité le problème? Oui, en réalité, en partie c'est cela. Parce que dès lors que l'étude de faisabilité a été réalisée, il est évident qu'on doit savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Et en faisant cela, quel impact environnemental ça crée. Et au fur et à mesure, on peut voir les solutions de correction. Il peut y avoir les solutions de correction. Mais ce qui se fait, c'est que les gens veulent foncer tête baissée. Et moi, je répète que je connais mieux la vallée là. Pour avoir réalisé la maîtrise, passant par deux à la thèse. Vous connaissez mieux la vallée, voilà, le problème est déjà là. Est-ce que vous avez déjà quelques solutions à proposer? Bien évidemment. Sortir. Oui, il y a des solutions de sortie. Parce que, en fait, ne pas permettre la circulation de l'eau, c'est compromettre le projet. Oui. Alors. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Mais il faut corriger un peu le plan de mise en place de ces infrastructures de desserte rurale. Non, il faut reprendre encore tout. Pas reprendre. Là, les endroits où l'eau, où la circulation de l'eau est peut-être bloquée, ou ne permettent pas de servir d'autres champs, il faut y intervenir. Et ça ne va pas créer encore d'autres problèmes? Je ne pense pas, parce que des études environnementales et donc par plusieurs structures, j'aurai le temps de revenir sur le projet pour en parler davantage. Oui. Parce qu'au moment où d'autres parlent de non-accès à l'eau, d'autres qui parlent d'inondation. Mais évidemment, quand l'eau ne circule pas dans les surfaces qui devraient être son espace de circulation, ça va s'engloutir ou bien ça va se concentrer quelque part et créer d'autres problèmes. Évidemment, c'est là les problèmes d'inondation qui ne devraient pas y être. Voyez-vous? Oui, Donc, en réalité, l'espace qui est aujourd'hui envié et qu'on dit deuxième espace productif après le Nil, c'est parce que là, c'est un espace où il y a permanemment de l'eau, de grande humidité, favorable au développement de différentes cultures. Mais si l'eau, qui est le moteur, ne permet pas de jouer le rôle de développement des cultures, alors
À quoi bon, vraiment. Merci beaucoup à vous, docteur Wessou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abo Mekalavi. Avec vous, nous avons abordé donc ce problème qui se pose au niveau, bien sûr, de la vallée de Lemay. Merci beaucoup à Amadine Niambosso. Merci à vous, Assim Ngaba. Oui, docteur Florent Wessou. Il revient vendredi. Oui, c'est vrai. Il y a 5 ans, 4 émeutes, bien sûr, sur toute l'étendue du territoire national et également hors de nos frontières. Vous êtes l'un des tout premiers, en tout cas interlocuteurs sur cette chaîne. Aujourd'hui, 5 ans après, qu'en pensez-vous? Ben, si BB24 n'était pas créé, il fallait le faire. Et je pense quand même que c'est une chaîne de développement et vous faites ce que vous pouvez. Je sais quand même qu'il y a des ressources humaines, un cadre de travail, des ressources humaines très dynamiques, préparées pour. Et je pense que vous devez continuer. Aller plus loin que le futur. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup à vous, Dr Florent Wessou. Je le disais, c'est une émission spéciale. C'est un jour mémorable pour BB24. 5 ans, 30 juillet 2013. BB24, donc, c'est toutes premières images. Là, aujourd'hui, sur ce grand rendez-vous, c'est instant souvenir, 5 ans après. Suivez ces éléments, le temps qu'on installe. Merci de vous réveiller et connecter au monde des affaires à travers BB24. Tout à l'heure sur Tendance des marchés, nous parlerons bien évidemment de l'entrepreneuriat agricole. Il y a l'inflation qui continue de diminuer. L'inflation continue de diminuer, donc à un certain moment donné, ils s'attendent à ce que la BCE réagisse. Quand on revient un peu à Cotonou, on voit à certaines heures de pointe, c'est un embouteillage monstre. Ouais. C'est vrai que l'État a fait beaucoup d'efforts en construisant des échangeurs. Quand est-ce qu'on doit utiliser un lait corporel? Est-ce que c'est tout le temps après son bain? Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette tranche informative de la mi-journée. Notre objectif, celui du 12-13, est de vous apporter des informations purement économiques liées à chaque secteur d'activité exercé ici au Bénin. Mais ce ne sont pas que des nouvelles économiques, c'est également la page cuisine de la rubrique Midi Délices et pour finir, la météo. Oui, c'était ça. On revient bien sûr en plateau pour vous dire que les entrepreneurs de demain se font aujourd'hui tout simplement. C'est ce qu'on peut d'ailleurs même lire à travers cette vision d'apprendre aux enfants à faire de petits métiers pendant les vacances, des trucs pratiques. Et là, c'est à travers le projet Enfants, l'avenir, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et c'est un projet que vous conduisez. Il y a Ovi Florence ici. Vous êtes communicateur motivateur. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau, partager ces expériences que vous faites déjà avec des enfants du Bénin. Voilà, pendant les vacances, en leur apprenant à faire de petits métiers. Quels sont ces petits métiers-là? On va vous les demander, vous allez nous les dire tout à l'heure, mais dites-nous déjà, à travers ce projet, est-ce que c'est une manière de préparer l'avenir des enfants? Effectivement, avant de répondre à votre question, permettez que je parte de 2 assertions. Oui. La première, celle de Martin Luther King, qui dit, c'est en anglais, dit « Life most personal question is what are you doing for others ?» Donc, la question la plus récurrente de la vie, c'est « Que faites-vous pour les autres ?» Et le président américain, le seul d'ailleurs qui a fait 3 mandats consécutifs, il dit « Nous ne pouvons pas toujours préparer le futur pour nos enfants, mais nous pouvons les préparer au futur. » Alors, c'est en réponse à cette question de Martin Luther King et dans la démarche du président américain que nous avons mis en place ce projet « Élève l'avenir, c'est maintenant ». Alors, les différents métiers, nous en avons plein. Je peux citer le jardinage, la pâtisserie, la décoration, l'audiovisuel et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses. Et donc, c'est une manière de préparer les enfants, de préparer leur avenir. Effectivement, quand ils vont commencer par toucher du doigt la réalité de différents métiers, l'expérience a déjà montré au Togo et en Côte d'Ivoire qu'ils ont de la passion pour l'un d'entre ces métiers. Très
très tôt, ils se disent, ça, ce métier, c'est pour moi. Et donc, le cursus scolaire qu'ils vont faire, le cursus universitaire, va leur servir à avoir les outils nécessaires pour être très bons dans le domaine, pour être bien assis, pour être excellent, les meilleurs dans leur domaine. Dans leur domaine. Et donc, vous apprenez aux enfants à faire du jardinage, à faire de la pâtisserie, par exemple. Comment arrivez-vous à déterminer le métier, sinon ce petit métier-là, qui va avec chaque enfant? Très bien. Alors, les enfants sont mis en atelier avec nos différents partenaires. Okay. Et il est exigé de la part de nos partenaires de suivre particulièrement chaque enfant, afin que durant les différents ateliers, qu'on puisse détecter en quoi cet enfant est vraiment bon, en quoi il développe de la passion, pour qu'il puisse être orienté, être appuyé dans ce domaine. Est-ce à dire que les écoles également sont vos partenaires dans ce projet, dans cette initiative? Oui, il y a bien d'écoles de la partenaires. Donc on va dénicher, c'est pas les enfants là dans ces écoles, c'est comme ça se passe. Dites-nous, hein, comment arrivez-vous donc à identifier les enfants, à savoir en réalité que cet enfant peut donc, c'est-à-dire la pâtisserie, c'est bon pour cet enfant, ou bien c'est le jardinage qui est bon pour lui et tout le reste. Comment ça se passe? D'accord. La première chose, c'est de faire passer l'information que c'est possible d'être initié dans tel ou tel métier. Okay. Et quand les enfants voudraient bien commencer certains de ces métiers, on leur dit, tu veux commencer par quoi? Ou bien, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, l'enfant va dire ce qu'il aime. Et on commence maintenant par l'assister. Il peut choisir un ou deux métiers. Okay. Et maintenant, quand on le met dans le premier, on essaie de le suivre. On voit vraiment s'il est créatif en ça, s'il se donne vraiment. Si ce n'est pas le cas, on l'oriente dans l'autre. Et avec ça, on arrive à ce que voilà finalement ce qu'il lui faut et on l'accompagne dans ce domaine. Eh bien, tel que les choses se présentent au Bénin, est-ce que vous pensez que l'infrastructure est vraiment en place pour permettre à ces enfants-là d'apprendre réellement, d'être beaucoup plus pratique, d'être initiés à ces formations pratiques? Dans le système éducatif actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce plan. Il n'y a pas encore les infrastructures pour que les enfants puissent faire vraiment de la pratique dans ces genres de métiers. Alors, comment vous faites? Quels sont est-ce que vous envoyez les enfants directement sur des infrastructures qui existent déjà ou bien dans des ateliers? Comment ça se passe avec les enfants? Partagez avec nous vos expériences. Comment ça se passe en réalité? Ça, c'est une très belle question. Alors, les enfants envoyés sur site dans les ateliers de production de nos différents partenaires. Et donc, ce sont les pratiquants, les compétences avec qui ces enfants restent durant toute la période de formation. Et donc, c'est vraiment la tête qui touche du doigt. Ce n'est pas de la théorie. Des enfants de quel âge, par exemple, vous envoyez sur ces terrains? Oui, c'est le niveau de CM1 jusqu'en terminale. Ah, déjà, les enfants en classe de CM1 sont envoyés sur le terrain. Ouais, et vous pensez qu'ils apprennent vraiment? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à savoir faire quelque chose ou bien c'est juste aller voir comment ça se passe et puis bon, ils se retournent. En réalité, bon, tel métier, voilà comment ça se passe. Vous savez ou bien quoi? Ils apprennent réellement. Ils apprennent réellement. Vous savez quoi? Les enfants sont à même d'apprendre. Et donc, si très tôt, vous les amenez quelque part, c'est eux-mêmes qui commencent par vite apprendre et vous surprendre agréablement. Et donc, c'est pour vous dire que même des enfants du CM étonnent par leur rendement. Des enfants de CM1, hein? Oui. Par exemple, un enfant de CM1 que vous envoyez au jardin, voilà, pour aller faire du maraîchage, par exemple. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils sont favorables à la chose ou bien c'est une question de partenariat entre vous et ces structures-là, ces organisations-là qui accueillent ces enfants? Oui, c'est un partenariat. Le partenaire qui est producteur, qui est d'un domaine donné, accepte de prendre ses enfants durant la période et initie réellement ces enfants, puisqu'il y a des bilans à mi-parcours qu'on fait et jusqu'à faire des bilans de fin de formation. Alors, quelles sont les formations, sinon les types de métiers qui attirent beaucoup plus d'enfants aujourd'hui à travers donc, vos expériences? Ok, aujourd'hui, les enfants sont plus amenés vers la haute couture, la mode.
Ah oui? Oui. La couture, la mode. Il y en a qui aiment bien la pâtisserie. D'autres, par contre, c'est l'audiovisuel. Ils veulent savoir la photographie, comment faire une vidéo et tout. Donc, voilà des métiers. Ils aiment. Il y en a qui sont déjà en première, qui veulent bien s'essayer à l'entrepreneuriat. Et on les incite également à la culture entrepreneuriale. Alors, une chose est d'apprendre à faire un métier. L'autre est de pouvoir garder vraiment cette connaissance-là. Parce que ce n'est que le temps des vacances scolaires que vous les envoyez sur le terrain, aller apprendre. Pendant maintenant à l'école, qui retourne à l'école, qui retourne en classe, est-ce que vous êtes vraiment à les suivre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont perdre la main une fois retournés en classe et scotchés à leur cahier? Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait en sorte que dès que l'enfant rentre dans ce projet, à chaque congé, l'enfant revient pour qu'on puisse le suivre, pour qu'on puisse faire un test des connaissances qu'il a, combien de fois il a gardé tout ceci et l'appuyer encore pour que ça n'oublie pas tout ce qui a été appris entre-temps. Appris entre-temps. Bon, est-ce que déjà, quand on envoie l'enfant déjà en formation, par exemple en jardinage, c'est pour lui dire, demain, il faut que tu deviennes un jardinier ou bien un maraîcher? Du tout pas alors. C'est pour que déjà, ils puissent connaître la réalité du métier de jardinage. Les perspectives qu'il y a dedans, combien de fois c'est bien pour l'être humain. C'est la première des choses. Et après ça, on essaie de voir s'il est vraiment porté vers la chose. S'il est porté vers la chose, tant mieux. Si c'est pas, et qu'il dit il veut s'essayer à autre chose, on le lui permet également. Vous lui permettez de changer par exemple de métier. Par exemple, il peut aller peut-être en maraîchage ses vacances-ci et que l'année prochaine qu'il a peut-être fait de l'audiovisuel, de la pâtisserie. Donc, ils peuvent apprendre pratiquement tout, s'ils veulent. S'ils veulent, effectivement. S'ils veulent vraiment. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Quand nous avons notre véhicule à 4 roues, ou bien donc aucun petit problème, on est obligé, par exemple, d'appeler le mécanicien. Alors que c'est possible que si, par exemple, on a des notions basiques en mécanique, qu'on puisse rapidement se dépanner et continuer. Voilà, donc c'est pour faire en sorte qu'on soit un tout, en fait. Ok, je vois en réalité comment ça se passe. Et dites-nous, est-ce que les enfants, je vais maintenant me spécifier vraiment sur votre projet. Comment vous arrivez à trouver ces enfants? Comment vous arrivez donc à les faire participer? Est-ce que les parents déboursent vraiment des moyens pour permettre aux enfants d'être initiés à ces métiers? D'accord. Alors, nous avons tout fait pour que le parent qui ayant déboursé beaucoup d'argent pendant l'année scolaire, l'enfant puisse suivre les formations, nous avons fait tout pour que l'enfant n'ait plus à débourser de l'argent pour une quelconque initiation que ce soit. Et c'est pourquoi l'initiation dans ces différents métiers est totalement et purement gratuite. Ah oui, vous le faites gratuitement? Ah oui. Pour les enfants? Ah oui. Et ça, depuis combien d'années vous avez commencé déjà par former les enfants? Ouais, il faut dire que le projet a commencé au Togo et en Côte d'Ivoire. Et il y a 2 ans de cela que le projet, donc depuis 2017, oui, au Bénin. Depuis 2017 au Bénin. Déjà, ces enfants que vous formez depuis 2 ans au Bénin, et aujourd'hui, ils ont toujours gardé la main. Ouais, oui. Ils ont gardé la main, Oui. ils continuent toujours de travailler. Oui. Hein. Est-ce que ça leur permet déjà, pendant les vacances, de se c'est pas quelques petits sous, histoire d'être... Parce que moi, je me rappelle, j'étais encore élève, oui, quand j'étais encore élève au collège, j'allais faire les travaux de aide-maçon pour trouver de l'argent, pour m'acheter mes chaussures que je veux, pour commencer la rentrée. Est-ce qu'aujourd'hui, ce petit métier auquel vous initiez leur permet déjà, sur les 2 ans, de commencer par gagner de petits sous pendant les vacances? Alors, permettez que je fasse un clin d'œil à la Debo sur ce plan, parce qu'il a insisté vraiment sur ce fait pour que l'enfant, c'est vrai qu'il est en train d'initier gratuitement, mais ce n'est pas une raison pour qu'au terme de cette petite formation, qu'il n'ait pas quelque chose en retour pour aider les parents. Et donc, par rapport à cette insistance de M. Kamal Adebo, on fait en sorte que les partenaires, autant que faire se peut, puissent
donner un retour à ces enfants-là. Histoire, par exemple, de pouvoir s'acheter 2-3 cahiers de 300 pages, un sac d'école et puis une belle paire de baskets, why not, pour commencer la rentrée. Pour commencer la rentrée, si je comprends bien, ce sont les propriétaires, sinon les patrons de ces là, par exemple, les entrepreneurs, les entreprises dans lesquelles vous envoyez les enfants, c'est les patrons qui achètent les fournitures là pour aider les enfants là. Effectivement, qui leur donnent un retour matériel et ou financier pour qu'ils tout cela. Tout cela. Vraiment, je pense que c'est un projet à accompagner. Où est-ce que vous arrivez à trouver les moyens pour pouvoir donc aider ces enfants-là à s'initier à ces petits métiers? Il faut se dire que on est parti sur l'assertion selon laquelle il ne faut pas oublier le petit commencement. Nous avons mis ensemble nos moyens. Quand je dis nos moyens, je parle de ceux de Kamal Adebo, j'en parlais tout à l'heure, et de M. Rustik Akodogbo et de moi-même. Et ces moyens mis ensemble nous permettent de faire tout ce qu'on a pu faire. Jusque-là. Mais est-ce que c'est l'avenir de ce projet? Comment vous l'envisagez? Alors, l'avenir de ce projet, c'est pour que dans nos établissements primaires et secondaires, qu'on puisse déjà commencer par inciter les enfants à la culture entrepreneuriale, à leur faire toujours la réalité de beaucoup de métiers. Il faut que ce soit après la licence ou bien le master, qu'on commence à se dire, mais qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux bien faire. Donc, c'est pour que très tôt, dans les établissements primaires, secondaires, pour que les enfants aillent proprement dit. De proprement dit. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative, c'est un concept à faire appliquer dans le système éducatif béninois aujourd'hui? Oui, je pense bien. Je pense bien. Et je crois d'ailleurs que les autorités qui sont actuellement sont vraiment pour ce genre de choses, à ce qui est vraiment pratique, le développement du Bénin. Merci beaucoup à vous, Yaovi Florence Sessi. Je rappelle que vous êtes communicateur motivateur et vous conduisez, sinon co-conduisez, je vais dire, ce projet. Élève, l'avenir, c'est maintenant. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, partager cette expérience avec les spectateurs de BB24. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci. La suite du grand rendez-vous, vous le savez, ce sera avec Aniat Bello et son invité. Voici avec nous, monsieur. Voici avec nous. Vous restez avec nous le temps qu'on reçoive bien évidemment Aniat Bello et son invité sur Autant Savoir. Autant savoir, aujourd'hui nous parlons de la certification individuelle. En tant que consultant, faites certifier vos services. Mais comment est-ce possible? On en parle dans un moment avec l'invité de Aniat Bello. Suivons d'abord ce reportage de Patrick Diagbodjou qui nous parle de la certification ISO. La certification ISO, c'est à donner une garantie que les dispositions sont prises à l'interne, au sein d'un organisme, pour donner satisfaction aux clients, aux partenaires ou aux usagers. La certification ISO, un référentiel qui met en priorité au sein des entreprises l'efficacité dans les prestations et la satisfaction des exigences des clients. C'est un instrument de management de qualité délivré par un organisme certificateur à l'issue d'un contrôle de qualité. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle. Et ça doit émaner du top management de l'entreprise qui prend la décision d'aller à la certification, de certifier son système de management ou de certifier un produit de son entreprise. Donc c'est un choix volontaire. Obtenir la certification ISO, c'est bâtir une entreprise solide et dynamique, centrée sur l'amélioration continue de la qualité à l'interne et auprès des investisseurs. Vous constatez finalement, quand le système est mis en place, qu'il y a beaucoup de gaspillage que vous faisiez, que la démarche qualité vient corriger. Donc, automatiquement, ça constitue le premier gain que fait l'entreprise. C'est-à-dire l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la crédibilité vis-à-vis des clients et même à l'international, l'augmentation de la notoriété de l'entreprise même. Tout cela est pris en compte et c'est ça le retour cash
qu'obtient toute entreprise qui va à la certification ISO. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, s'est engagé depuis l'installation en décembre 2016 de l'actuel directeur général Joël Rundolo dans une nouvelle dynamique pour l'obtention de sa certification ISO. Nous avons observé qu'au niveau de l'ORTB, il y avait déjà certains cadres et responsables qui réfléchissaient à travers un comité à la mise en place d'un petit référentiel. Donc lui, quand il est arrivé, il a voulu faire quelque chose de durable, de permanent, qui soit inscrit dans une norme internationale. La norme ISO a une durée de validité de 3 ans. Toute entreprise peut l'obtenir pour mieux vendre le label d'un produit ou d'un service, peu importe le domaine d'activité. Ça a été le cas de l'assolement par exemple. Non seulement notre cœur de métier qui est la manutention, nous l'avons certifié, nous avons aussi certifié les activités secondaires, en l'occurrence la conciliation maritime et le transit. La certification ISO, une reconnaissance internationale devenue incontestablement une mine d'opportunités pour se distinguer des autres et s'imposer au-delà des frontières. Oui, j'ai trouvé la bonne dénomination de cette certification. On appelle ça certification personne. C'est ça, hein? Bien sûr, certification personne. Certification personne. Merci d'être venu sur ce plateau nous en parler. Bonsoir, Aniat Onifali. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Assem Gaba, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Un plaisir de vous retrouver, de parler bien sûr de certification personne. Je pense que après donc ce plateau, on va pouvoir nous rapprocher de votre invité. Pour y aller nous-mêmes. Oui, pour y aller nous-mêmes. Je veux certifier. Je veux me certifier si vous voulez. On peut le dire ainsi. Bien sûr. Alors, c'est vrai, c'est surprenant. Mesdames et messieurs, quand on parle de certification personne, on se dit de quoi est-ce qu'on parle? Patrick Adiakodou en a parlé vers la chute de son reportage, se distinguer et s'imposer aux yeux des autres. C'est à cela que renvoie la certification aujourd'hui. C'est possible de le faire en ce qui concerne sa propre personne. Comment y arriver? À quoi justement abouti? On en parle avec notre expert, vous le connaissez déjà. Si on vous l'a présenté, M. Bioyerima, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, bonsoir, chers téléspectateurs. D'accord. BB24. Et les téléspectateurs sont contents de vous avoir sur le plateau, c'est sûr. Merci. Déjà, dites-nous, on parle de certification personne. Oui. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? La certification personne, c'est un processus par lequel on évalue et on reconnaît de façon formelle les compétences d'un individu par rapport à un référentiel donné. Et ce référentiel est bien sûr établi par des experts ou bien par des organismes internationaux. De façon plus pratique, lorsque vous voulez faire une activité, lorsque nous prenons les médecins ne peuvent pas sans qu'on leur donne un titre. Ils ont leur diplôme. De la même manière, le domaine dans le management est devenu plus. Il y a des spécificités. Les normes ont prévu de donner des certifications spécifiques à des individus. Et ces certifications reconnaissent, après avoir subi un certain nombre de tests, on vous fait d'abord la formation par rapport dans le domaine, on vous fait une évaluation. Si vous réussissez maintenant, on vous évalue, on vous décerne le certificat. Le certificat est quoi? C'est une preuve que vous êtes conforme aux exigences d'une norme donnée. Maintenant, il y a des organismes qui le font. Il y a des organismes accréditateurs qui donnent l'accréditation à certains organismes qui donnent maintenant les certificats aux individus. D'accord. On aura le certificat, bien sûr, aux individus, la certification personne, je pense que moi, ça m'intéresse particulièrement. Oui, en tant que bon consultant, on verra tout ça dans un instant, si c'est bien possible. Si vous voulez, on va suivre d'abord le juste 15 minutes, et puis on va revenir sur ce plateau avec vous pour continuer, bien sûr, sur l'action. Cela est très, très, très important. Alors, à vous, Amandine Niambosou, l'antenne pour le... Il est 19h45.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une date mémorable, le 30 juillet 2013, un événement Bénin Business 24 démarrait ses premières émissions. BB24 souffle sa 5e bougie. Noce de bois de la mise sur orbite de la première chaîne thématique du service public, le témoignage du premier chef service production de BB24. Et puis, c'est les vacances. Que faut-il faire pour optimiser ces moments de repos? La musique serait le choix idéal. La deuxième chaîne de télévision du service public a donc grandi et satisfait ses téléspectateurs au fil des années. En ce jour où elle célèbre ses 5 ans d'existence, des défis restent encore à relever. Ce magazine que nous vous proposons vous invite à suivre Nous en dit long, réalisation de Adjagoudjou. Je suis une habituée de BB24. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Bébé Matin. Pourquoi le Bénin fait souvent recours à d'autres pays pour satisfaire le marché du petit ruminant? Comme le disait... Bénin Business 24, la deuxième chaîne de télévision du service public. Nous étions le 30 juillet 2013, date de sa naissance. BB24 émet ses premières émissions dans l'espace médiatique du Bénin. Monétaire et d'évaluation, c'est ce que nous propose Ronald Robinson dans son sujet sur la dévaluation. Une monnaie est dépréciée quand son taux de change baisse vis-à-vis d'une ou de plusieurs autres monnaies. BB24, le développement est notre affaire. Depuis sa naissance, elle a progressivement grandi, même si ses programmes ne sont pas très connus du public. BB24 de nom, mais qu'est-ce qui fait sa différence? Quelle est son implantation dans le pays? Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Ce n'est pas évident pour moi. BB24 investit pour promouvoir l'économie locale et révéler le savoir-faire des artisans de toutes catégories socio-professionnelles et des acteurs du tissu économique. J'aime tout ce que vous faites. Vous savez, le fait de prendre les gens pour qu'ils expliquent un peu ce qu'ils font, fait de nous ce que nous sommes. Quand vous allez sur BB24 et que vous finissez, il y a des gens qui vous appellent, on vous a vu sur la télé BB24 et puis les encouragements font que vous vous efforcez à grandir de plus dans ce que vous faites. Bénin Business 24 est la télévision des grandes productions et documentaires du service public. Pour s'imposer comme un média de référence, des défis restent encore à relever. Je voudrais que BB24 innove, crée d'autres émissions, beaucoup plus pour la jeunesse, à l'éducation des enfants, parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui deviennent des hommes de demain. BB24 ne doit pas continuer de diffuser rien que les anciens reportages, mais doit faire l'effort d'aller beaucoup plus encore sur le terrain, et ça va booster véritablement l'audience de BB24. L'image, comme je l'ai dit, elle est relativement échancrée, elle n'est pas suffisamment nette. Même quand on est en HD, on constate que l'image, c'est comme si l'image n'est pas diffusée en HD, elle n'est pas très nette sur les télés. Quelques décors qu'on amène, les décors paraissent un tout petit peu ternes. 30 juillet 2018, c'est l'anniversaire de BB24. BB24 télévision Tigan. Bon anniversaire. Je dirais BB24, bon anniversaire, bon courage et l'avenir vous appartient. Je respire, moi pour gagner. Alors je voudrais que BB24, dans ce monde de technologie où il y a tout, que BB24 se forge et surmonte tous ces handicaps. Je dirais à BB24, bravo et courage pour l'avenir. Bon anniversaire. 5 ans de vie, le chemin parcouru est semé d'embûches et d'obstacles.
Bénin Business 24 est attendu plus loin. C'est une chaîne qu'il faut aujourd'hui rendre internationale. BB24, c'est plusieurs émissions, un programme qui répond aux aspirations des téléspectateurs mis en service. Le 30 juillet 2013, elle a connu sa première édition du journal. 3 mois plus tard, soit le 28 octobre de la même année. Marcel Arrossi m'appelle de ce programme à travers ce reportage. Nous étions le 28 octobre 2013. La première édition d'information venait de démarrer sur BB24, la deuxième chaîne de télévision du service public. C'était le tout premier rendez-vous du 12-13. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, votre journal économique de la mi-journée sur BB24. Rekia, jeune présentatrice de son état, était à l'honneur. Suivons donc ce reportage de Ronald Robinson pour plus de précisions. Elle coule et fait la fierté des populations de Hévier. L'eau potable est désormais accessible à la pompe grâce aux ouvrages simples et complexes réalisés par la Direction générale de l'eau. Le 12-13 était non seulement meublé des nouvelles économiques, mais également des recettes de cuisine avec Midi Délices. Ce 28 octobre, cette rubrique nous offrait une recette traditionnelle de la province, des escargots provençales. Ce journal télévisé s'achevait toujours par les prévisions météorologiques. Ce jour-là, il faisait 30 degrés à Cotonou. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de préparation et de présentation du 12-13, l'équipe de réalisation de ce magazine d'information. Merci et demain, on se retrouve pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Le principal champ d'action de BB24, le développement socio-économique et culturel. BB24, avec une équipe dévouée à la tâche, fait du chemin. Souleymane Achanti, ancien chef production, loue les prouesses de la chaîne et rappelle son historique. Il est au micro de Dine Bouraïma et Axel Dansé. C'est une jeune chaîne et lorsqu'elle avait été lancée par le chef de l'État d'alors, moi je revenais pratiquement d'ailleurs parce que à un moment donné j'avais fait un break de l'ORTB et je revenais quand le directeur général de l'époque, Stéphane Todomé, m'avait demandé de prendre le service production pour l'animer. Ce que je peux dire, c'est que ça a été une expérience exaltante et j'ai travaillé avec des journalistes dévoués qui étaient très volontaires, qui, malgré les difficultés d'une chaîne pionnière, on connaît toujours les difficultés que le pionnier a, ils étaient toujours là à l'heure, ils se battaient avec leurs propres moyens pour collecter l'information. Et je voudrais également dire qu'ils avaient aussi en face des monteurs qui voulaient vraiment les aider. La première mission qui avait été assignée à B24, c'est d'accompagner le développement économique du pays. Donc, il nous appartenait à nous de montrer que le Bénin était un pays qui peut accueillir des investissements, qui est prêt pour son propre développement économique, un pays où tout ce qui est activité économique peut être valorisé. Donc, se basant sur cette ligne éditoriale, nous avons exclu de nos productions tout ce qui est activité politique. La première production qui a été mise en place,
c'est l'émission du matin. Parce que comme je l'expliquais souvent à ceux qui travaillent avec moi, une télévision fonctionne sur ce qu'on appelle les tranches horaires, les tranches de grande écoute. Et je l'ai toujours dit, dans la journée, vous avez 3 tranches de grande écoute sur 24 heures. Vous avez la tranche du matin, dans laquelle vous êtes en concurrence avec les radios. Vous avez la tranche du midi, dans laquelle vous êtes en concurrence avec ceux qui veulent se reposer. Et la tranche du soir, où vous faites les patrons. Autre élément dans ce journal, c'est la période des vacances au Bénin. Qui dit vacances scolaires, dit repos après 9 mois de dur labeur. Cependant, comment bien passer ces vacances? Voyager, mener des activités pour se faire de petits sous ou encore se livrer aux travaux artistiques, notamment la musique. La dernière option a retenu notre attention à travers ce reportage de Christian Devochi et Rodrigue Babagbeto. Après les résultats de fin d'année, place aux vacances scolaires. Une période qui, loin d'être uniquement d'arrêt de travail, se révèle bien bénéfique. Si pour certains, le moment est propice pour exercer des activités lucratives, pour d'autres, par contre, s'intéresser à la musique pourrait être plus intéressant. Dans d'autres pays du monde, il est prévu que l'enfant fasse à peu près 2 heures à 4 heures de musique par semaine pendant plusieurs années scolaires, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, dans l'imaginaire collectif des Africains, l'enfant doit faire ses études et pendant les vacances, il peut faire autre chose. Et donc, les vacances constituent le moment privilégié où l'enfant a plus de temps pour se consacrer à l'étude d'un instrument ou d'une activité qui n'aurait pas été possible en contexte d'année scolaire. Mais bien au-delà, apprendre le do, ré, mi, fa, sol, la, si a bien d'autres avantages. L'aspect ludique et divertissement de la musique, ça permet de nuancer ou de contrebalancer un peu l'ambiance difficile et trop académique de l'année. Et en troisième position, ça permet aussi de donner d'autres fibres aux enfants en dehors donc de la télé, des jeux vidéo et de toutes ces choses qui renferment l'enfant et qui ne le socialisent pas. Se donner au travail artistique pendant ces heures de repos n'entacherait en rien le travail académique. Apprendre la musique permettrait bien de travailler la mémoire, travailler l'acquisition de la langue. Et pour preuve, il y a ce qu'on appelle en psychologie de l'éducation l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est une recherche scientifique qui l'a démontré. Un enfant qui fait de la pratique artistique, il est en avance sur tous ses camarades. Faire de ses vacances des moments lucratifs ou de pratique artistique, il faut bien choisir. Attention surtout à ne pas rester oisif. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, le taux de décaissement des financements accordés par la Banque mondiale a connu un recul de 15,4% en 2018, selon le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Pierre Laporte. Le taux de décaissement réalisé par la Côte d'Ivoire en 2018 est de 15,4%, en recul par rapport aux 37% réalisés lors de l'exercice fiscal précédent. Entre 2016 et 2017, la Chine a investi en Afrique 9 milliards de dollars, soit 4 500 milliards de francs CFA dans l'énergie et les infrastructures. Selon une étude réalisée par le cabinet d'avocats Baker McKenzie, cette hausse des investissements a été possible grâce à China Development Bank et à China Exim Bank. Les données prises en compte par l'étude réunissent uniquement les financements déjà débloqués. Ainsi se referme ce journal très bon de nos programmes. Merci beaucoup à vous, Amadi Niambossou. Et vous avez votre certification personne. C'est ça, hein? Certifié, déjà, présentatrice du journal du 19h45. Rendez-vous. C'est ça, Amadi? Vous l'avez, hein? Vous l'avez. Merci beaucoup à vous, Assum Gaba. Voilà, elle espère sur le plateau, mais ça très bientôt. N'est-ce pas? Allez, on revient sur notre sujet pour parler de la certification personne. C'est possible également pour vous, chers téléspectateurs, n'est-ce pas, Agnat Onifale? Bien sûr que c'est possible, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir se certifier, à vouloir certifier sa personne? Je pose donc la question à l'expert. Pour vous,
Qu'est-ce qui pourrait amener un individu à s'intéresser à la certification personne? Au fait, on avait parlé sur un passé de la certification des entreprises. Oui. La certification personne, c'est pour mettre de l'ordre dans un secteur. Oui. On ne peut pas permettre à tout le monde de venir parler de quelque chose qu'il ne sait pas. Donc, par conséquent, dans chaque domaine, il y a des normes qui réglementent. Lorsque nous parlons de la certification des entreprises, il y a la norme ISO 17021 qui décrit comment un organisme certificateur va s'organiser pour donner certificat à une entreprise. Mais pour les certifications personnes, c'est la norme ISO 17024. D'accord. 17 normes. La norme ISO 17024, c'est une norme d'évaluation et de conformité. C'est une norme arrêtée qui décrit comment un organisme peut aller certifier une personne. Et cette certification, c'est quoi? On évalue la compétence. C'est une certification compétence en quelque sorte. On parle de certification des compétences ou bien la certification personne ou bien la certification professionnelle des compétences. C'est pour pouvoir exercer un métier donné. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous savez que en termes de gestion des projets, il y a l'information. Mais il y a une norme, la norme ISO 21500. C'est la ligne directrice pour le management des projets. Oui. Donc, chaque domaine, il y a des normes comme ça. Quand vous voulez exercer le métier de coach, vous m'avez invité ici. En fait, tout cela, c'est pour la quête de quoi? De la légitimité, de la notoriété. On ne peut pas permettre n'importe qui se lever. La dernière fois, sans verre, quand vous étiez excité pour dire, dans le groupe, vous voulez certifier. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des domaines spécifiques. Parce que quand on écrit les normes, là, vous prenez la norme version 2015. Vous commencez par les lire. Un novice ne peut pas comprendre. Il faut quelqu'un un expert qui a reçu la formation. Moi, par exemple, je suis certifié ISO 9000, je suis lead auditor. Mais comment ça s'est passé? La procédure, c'est que vous avez une formation, c'est une formation de 4 jours, de 5 jours avec 1 jour d'évaluation. Et quand on fait la formation, on vous reconnaît, si vous êtes admis à l'examen, vous êtes reçu à l'examen. Mais ça ne vous donne pas encore le titre d'auditeur certifié. Il va falloir que vous puissiez démontrer votre expérience dans le secteur de management de la qualité, de la mise en place des systèmes de management de la qualité. Donc, pendant au moins 5 ans, et faire 300 heures d'audit. C'est suite à ça, quand vous remplissez ces conditions, plus votre examen que vous avez passé maintenant, qu'on vous décerne le certificat ISO 9000. C'est un long parcours. C'est un long parcours. C'est mon certificat. Donc tous les certificats à personne se présentent sous cette forme? Non, ça c'est pour PECB. C'est la forme de parce que c'est un organisme canadien. Ça c'est un certificat canadien. Voilà, donc quand vous lisez, vous allez voir que Professional Evaluation and Certification Board. Donc c'est atteste que Sakabia Yelima a obtenu le certificat PECB Certified ISO 9000. Lead auditor. Et ce certificat a une durée de 3 ans. Et après, il faut le repasser. Il faut le renouveler. Bon, on ne le repasse pas. Au fait, dès que vous avez le certificat, vous avez des contraintes. Et quelles sont ces contraintes? Vous devez auditer, vous devez faire 100 heures d'audit par an au moins. Par an. Vous comprenez? Donc, en accompagnant les entreprises, vous participez à des audits de certification. Vous devez prouver que vous êtes toujours dans le secteur. Après ça, 3 ans, si vous avez prouvé, vous ne passez pas l'examen, puisque vous êtes dans le système, on vous renouvelle le certificat. La formation est nécessaire si entre le référentiel pour lequel vous êtes certifié, dans l'occurrence ici, la norme ISO 9000 version 2015, a connu une autre version. Vous devez refaire la formation. Une version améliorée. De la même manière, pour le certificat trainer, ça c'est pour être trainer. Le certificat trainer, c'est quoi? Vous devez exercer, vous devez former au moins les gens dans ce système. Donc, vous prenez les certificats, chaque domaine de métier, on vous confère un certificat sur la base d'une formation. Alors, si je comprends bien, la certification personne, c'est lié à chaque domaine. À chaque domaine, à chaque référentiel. Donc, ceux qui sont dans la gestion de projet, ils ont leur certification. Ils ont leur certificat. Et ça dépend aussi de l'organisme qui vous donne le certificat. Qui vous donne le certificat. Qui vous a donné la formation, qui vous donne le certificat. Alors, moi, par exemple, je peux donner des formations aux gens pour devenir auditeur certifié. Maintenant, l'organisme, dès que la personne fait, moi j'envoie l'administration, comment on appelle l'administration de la personne. Et c'est l'organisme même, c'est la personne qui doit
aller en contact avec un organisme pour prouver que lui, il a fait les 300 heures d'audit, il a fait 5 ans d'expérience professionnelle en matière pour avoir donc la certification. Il y a beaucoup qui ont quand vous êtes reçu, on vous donne une attestation pour dire que vous êtes admis, vous avez une connaissance de la norme. Alors pour c'est pas un mécanicien professionnel vraiment, est-ce qu'il peut se certifier lui-même? Et c'est là ça devient compétence. Quand vous prenez les mécaniciens ont un métier et c'est reconnu, ils ont une organisation et vous faites la formation et 3 ans après ils leur donnent un diplôme. Ils ont un diplôme de fin de formation. C'est un peu comme ça. Au fait, il n'y a rien de chose. Pour les normes internationales, ça a une forme de choses. Mais au niveau national, ou au niveau de chaque métier, mais là, on peut réglementer. Là, c'est sur le plan national. Pour le plan international, est-ce qu'ils peuvent se certifier sur le plan international? Oui, il y a des domaines. Par exemple, pour la certification, pour montrer qu'un engin, nous on est dans le domaine de manutention, pour que les engins puissent exercer, normalement, il y a des organismes qui viennent certifier. Et ça, c'est ceux qui ont la certification, personne qui vient le faire pour diagnostiquer l'engin pour pouvoir peut encore fonctionner pendant 1 an. Ok. Donc, les certifications personnes se délivrent souvent pour des personnes qui sont chargées d'auditer. De suivi, de contrôle, de qualité. Pour exercer. D'accord. Donc, un informaticien peut avoir donc une certification. Bien sûr. Dans chaque domaine, il y a des certificats. Dans chaque domaine, on ne peut pas finir de les citer. En fonction des domaines spécifiques, vous avez des certificats. Mais il faut un peu ramener pour dire que, en fait, c'est ce que nous faisons, c'est ce que je observe partout. Vous ne pouvez pas venir commencer par coiffer les gens si en temps vous n'avez pas votre diplôme de coiffeur. Vous ne pouvez pas commencer par réparer la moto de quelqu'un si vous n'avez. Donc, l'ordre des mécaniciens ou bien des coiffeurs doit pouvoir savoir qui sont ceux qui sont habilités à exercer tel métier. Donc, ça c'est quoi? C'est que quand vous avez la certification, par exemple, vous avez fait gestion de projet, ça ne vous permet pas en même temps de commencer par gérer les projets. C'est cette certification qui vous permet d'exercer dans les organismes internationaux. Donc, c'est bien pour reconnaître. Puisque la certification, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la compétence d'un individu dans un métier. Donc, par rapport à un référentiel. J'ai un diplôme, par exemple, en gestion de projet. Il faut que je cherche maintenant à me certifier. Si vous entendez, par exemple, postuler dans des organismes internationaux. Sinon, dès que vous avez fait votre formation, on peut vous décerner plus de cette formation. Mais le certificat vous donne, je vous ai parlé ici par rapport à la gestion de projet, c'est la norme ISO 21500. Quand vous prenez la ligne, ça dit les exigences en matière de management de projet. Si vous avez ça, ça vous fait un plus. Entre deux qui ont la même qualification, si vous montez le certificat, vous êtes plus... Vous avez plus de chance, voilà, vous avez plus de chance que les autres. Donc, en fait, il y a une réglementation. Il y a une norme qui dit que décerne les certificats entreprise n'est pas la même qui décerne les certificats entreprise de personnes. Voilà. Donc, c'est un peu de ça il s'agit. On ne peut pas, quand parlant de personnes par rapport à les domaines spécifiques, parce qu'il faut aussi le comment vous pouvez mettre en place le système. Vous pouvez mettre en place votre système sans aller à la certification. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est une amélioration, c'est la recherche de la performance. Donc, de la quête de la productivité, c'est ce que nous recherchons, de bien faire, de satisfaire les clients. Donc, Monsieur Sakabiori, merci d'avoir été des nôtres, ce qui déjà nous redonne ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est que si vous avez envie de vous améliorer votre rendement, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, pour qu'on puisse vous reconnaître à l'international en ce qui concerne les normes ISO, vous pouvez aller vers la certification personne et vous intéresser à cela. Sur ce, bonsoir chez vous. Je vous laisse en compagnie d'Assouba. Ah oui, je reste avec eux, chers téléspectateurs. Ensemble d'ailleurs, nous allons nous retrouver sur La Toile. C'est l'Actu Web. Bonsoir chers amis téléspectateurs et merci d'être au rendez-vous du premier numéro de l'actualité web de cette semaine. Eh bien, nous sommes lundi 30 juillet 2018. La Toile nous apprend qu'après les inondations désastreuses, place à une tempête désignée John Darry.
Nous parlons bien du Japon qui a connu une succession de drames ces derniers jours. Près d'une vingtaine de blessés, c'est le bilan fait après cette inattendue tempête tropicale du dimanche dernier. Au total, 220 personnes ont perdu la vie par ce typhon John Dari en ce mois de juillet. Manifesté par des vents allant jusqu'à 180 km/h, ce phénomène a créé beaucoup de dégâts. Plus de 4000 personnes sont sans abri. Les autorités du pays se pressent donc de venir en aide aux habitants. Vivement qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation qui inquiète les Japonais. Autre information dans cette actualité du web, la valeur de la monnaie iranienne est en baisse. Pour cause, les États-Unis, ayant quitté l'accord nucléaire le 8 mai dernier, doivent se soumettre à une peine considérable le 6 août prochain. L'Iran doit également se préparer pour une autre sanction, mais cette fois-ci contre les exportations pétrolières en novembre. L'objectif des Américains est de paralyser économiquement le pays afin d'amener Téhéran à changer sa politique régionale. Ils espèrent également cesser son programme balistique et accepter les restrictions supplémentaires sur son programme nucléaire. Pour l'Iran, cela semble inévident pour le moment. Beaucoup de polémiques donc sont autour de cette actualité. Nous allons finir cette actu web par la fameuse guerre entre la Juve et Naples sur Ronaldo qui s'amplifie de jour en jour. Pour témoigner leur antipathie naturelle à Ronaldo, les Napolitains ont réalisé un magnifique papier toilette avec la tête de Cristiano Ronaldo dessus. Beaucoup d'internautes ont réagi face à ce tat. Pour Didier Trottmann, ce n'est pas bien méchant. Il dit même, je cite, qu'il préfère ce genre de clin d'œil humoristique à des jets de projectiles sur la pelouse et les joueurs. Fin de citation. Pour Dominique Di Battista, le quart de la Juve est la cible de cailloux à chaque déplacement à Naples et beaucoup d'autres commentaires. Rappelons que cette guerre est subvenue au lendemain du transfert de Ronaldo à la Juventus. L'arrivée du footballeur international serait donc mal interprétée par les Juves. Les images mal commentées du footballeur pourraient amener l'intéressé à réclamer des droits à l'image. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi et bonne fête à toute l'équipe de BB24 pour ses 5 ans d'existence, mais aussi à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée. À très bientôt. Oui, merci beaucoup à vous, Marcel Betoro et Fallon Azilo pour l'actu web de ce jour. On continue cette fois-ci, avant de partir, la météo.
Allez, ce sera tout pour ce numéro du grand rendez-vous, le tout premier de cette semaine, 30 juillet 2018. Ça fait 5 ans en tout cas pour BB24. L'aventure continue, bien sûr, chers téléspectateurs. Les vraies festivités sont prévues pour le mois de décembre. Donc, on va fêter les 5 ans de BB24 de juillet en décembre. C'est ça, hein? Et vous restez avec nous, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? À bientôt.